En septembre 2017, c'était le 29 pour être précis, Elon Musk a annoncé « Nous coloniserons Mars en 2024 ». Waouh, 2024, c'est demain. Elon Musk est un entrepreneur de génie. Il a déjà changé notre manière de payer sur Internet, avec PayPal. Il est peut-être en train de changer notre manière de rouler, avec Tesla. Et il a déjà commencé à changer notre manière de lancer des satellites, avec SpaceX. Mais c'est aussi quelqu'un de très controversé. Alors on peut légitimement se poser la question, a-t-il vraiment l'intention de coloniser Mars en 2024 ? Ou est-ce un énième coup de bluff ? Et si c'était vrai ? S'il colonisait Mars en 2024, cette fois-ci, c'est le monde qu'il changerait. Alors, allons-nous coloniser Mars en 2024 ? Pour répondre à cette question, je vous propose de faire un parallèle avec un projet beaucoup plus simple que la colonisation de Mars, la conception d'un avion de chasse. Un avion de chasse, c'est très simple, c'est un gros réacteur, un petit siège au bout, un tout petit peu d'électronique et 2 petits bouts d'ailes. C'est très proche d'une fusée. Et je vous propose même de prendre le plus récent d'entre eux, le F-35. Un chasseur stratégique, furtif, pour la première puissance militaire mondiale. Cet avion a été conçu par la crème de l'aéronautique. Et il est né avec une ambition très américaine, devenir le meilleur avion de tous les temps, imbattable sur toutes ses missions. Après 25 ans de développement, on le sait aujourd'hui, ce programme est une catastrophe retentissante. Pas moins de 400 milliards de dollars ont été nécessaires pour aboutir au premier avion capable de finir les tests. Et c'est pas fini. Pour les 30 prochaines années d'opérations et de maintenance, il aura fallu compter en tout près de 1500 milliards de dollars. 1500 milliards de dollars. C'est de quoi payer l'université à tous les jeunes Américains pendant 20 ans. Ça les a réfléchir. S'offrir un nouvel avion de chasse ou payer l'université à une génération entière d'Américains. Mais pourquoi ? Comment en sommes-nous arrivés là ? Un avion de chasse, c'est très intégré. Ça fait appel à de multiples compétences, de multiples disciplines, de multiples expertises, toutes corrélées de manière très complexe. D'ailleurs, on peut se poser la question, c'est quoi la complexité sur un tel avion ? Quand on change un paramètre, ça peut tout casser. Prenons un exemple, un longeron par exemple. Un longeron, c'est une pièce mécanique de l'avion qui sert à éviter qu'il ne se plie ou qu'il ne se casse pendant le vol. Si on décide, pour plein de bonnes raisons, de changer la matière de ce longeron pendant la conception, de l'aluminium au titane par exemple, on va changer la masse de l'avion, on va changer la position de son centre de gravité, on va changer son équilibre dynamique. Et la conséquence, c'est qu'on a un avion qui ne vole pas ou qui vole mal. Et pour corriger ce problème, il faut reparamétrer tout le logiciel de bord. C'est le plus gros budget de l'avion. Voilà, c'est ça la complexité sur un avion de chasse. Alors le programme F-35 est une catastrophe, mais était-ce anticipable ? Certains diront oui, les sénateurs américains très probablement. D'autres diront non. La réalité est plus proche du on ne peut pas tout maîtriser. La conception, l'innovation, c'est prendre des risques. Et dans le cas du F-35, c'était trop. Peut-être trop complexe, peut-être trop innovant, mais en tout cas trop interdépendant, trop inhumain. Alors prenons peut-être un deuxième exemple, plus proche de notre arrivée sur Mars. Curiosity, par exemple, le rover de la NASA, l'agence spatiale américaine. Un rover, c'est un petit robot qui se déplace sur une autre planète pour faire des mesures au sol. Curiosity, c'est celui qui est sur Mars. Sur Mars, il nous faut gérer la poussière qui se met partout, y compris dans les roues, ce qui peut entraver le rover. Pour éviter ce problème, les ingénieurs de la NASA ont décidé de faire des petits trous dans les roues pour que le rover évacue la poussière lorsqu'il roule. Après 1 an sur Mars, on a constaté que les 2,5 milliards de dollars du programme étaient littéralement cloués au sol. Que s'est-il passé ? Les roches saillantes ont découpé les roues au niveau des trous. Trous qui sont un tout petit peu trop gros. Était-ce anticipable ? Oui, il y a moins d'atmosphère sur Mars que sur Terre. Les roches sont moins usées, plus coupantes. Mais non, ça ne l'était pas franchement. Il y avait 50 milliards d'autres choses à faire. Et ça n'a pas été fait. S'il est si difficile de faire voler un avion de chasse moderne sur Terre,
et de faire rouler un rover sur Mars? Alors nous avons notre réponse. Non, nous ne coloniserons pas Mars en 2024. D'ailleurs, on ne colonisera jamais Mars. C'est un état de fait. Nous sommes face à un plafond de verre. Chaque cycle d'erreur qui nous permet d'apprendre nous coûte des milliards et dure des décennies. Nous ne sommes plus capables de gérer la complexité des nouveaux systèmes. Elle dépasse notre capacité humaine. Nous ne sommes plus capables de les résoudre, même avec des capacités quasiment illimitées, des moyens illimités. Mais nous sommes des bâtisseurs. On ne peut pas s'arrêter là. Personne ne croit que l'humanité va baisser les bras. Et dans l'aérospatial, on n'accepte pas. D'ailleurs, Stephen Hawking le disait très bien. Il nous faut coloniser une nouvelle planète habitable. C'est notre survie qui est en jeu. Alors laissez-moi entrouvrir la porte, vous entrouvrir la porte, sur comment, dans l'aérospatial, on compte résoudre l'insoluble. Je travaille justement avec des ingénieurs du CNES, à la conception de drones martiens multirôles, capables d'aller faire de la cartographie de Mars et du prélèvement d'échantillons. Ces ingénieurs estiment qu'il est nécessaire d'étudier 10 puissance 18 solutions pour trouver le bon drone martien multirôle. 10 puissance 18 solutions. Ça paraît incroyable. Et on parle que d'un drone. Cette complexité, elle vient de l'environnement martien. Je vous donne un exemple. On a tous connu la désagréable expérience d'une voiture qui ne démarre pas en plein hiver. La batterie ne donnant pas assez de puissance à froid. Sur Mars, à l'ombre, il fait moins 100 degrés. Et pourtant, il faudra bien que le drone utilise ses batteries pour aller faire sa mission. Rien que ça, c'est déjà un défi incroyable pour les ingénieurs. Concevoir une batterie fonctionnant à moins 100 degrés. Et ça va nous demander d'étudier des tas de solutions. Et c'est pas tout, parce que la batterie, elle est connectée avec plein d'autres éléments dans le drone. Un des scénarios qu'on imagine pour le drone martien, c'est de décoller du dos d'un rover, comme Curiosity, d'aller faire sa mission et de revenir se poser sur le dos du rover. Si je vulgarise, ce qui nous intéresse, c'est simplement qu'à la fin de sa mission, il revienne à son point de départ. Sur Terre, pour faire ça, on a une fonction très simple, ça s'appelle un bouton Home sur la télécommande du drone. Vous appuyez dessus, le drone revient et il se pose à côté de vous. Voilà, c'est simplement ça qu'on veut faire. Mais sur Mars, il n'y a pas de GPS. Et on ne va pas envoyer une constellation de satellites pour avoir le GPS. Il va donc falloir trouver d'autres solutions. Alors il y en a d'autres, on pourrait imaginer prendre les technologies des satellites, par exemple, ce qu'on appelle un star tracker, littéralement un capteur d'étoiles. Vous regardez dans le ciel et vous vous positionnez par rapport aux étoiles. Oui, mais un drone, quand il va se poser sur le dos d'un rover, il a besoin d'être précis à quelques centimètres près. Et pour être capable de se positionner à quelques centimètres près en regardant les étoiles, il faut de bons algorithmes, croyez-moi, il faut une bonne puissance de calcul qui va consommer de la batterie. Et comme on vole, on ne peut pas mettre toute la batterie qu'on veut. Il va donc falloir priver les moteurs d'une partie de l'énergie des batteries. Ils vont donc tourner moins vite, ce qui va faire tourner moins vite les hélices. Et donc, il va nous empêcher de lever plus de masse. Donc, il va peut-être falloir réduire les batteries en plus. Et là, on a un cercle destructeur. Voilà, c'est ça la complexité qu'il faut gérer pour aller faire voler un drone sur Mars. Et c'est ce qui explique les 10 puissance 18. Alors, 10 puissance 18, c'est autant que d'étoiles dans l'univers, ce qui est à peu près proche du nombre de grains de sable qu'on a sur Terre. Imaginez-vous, une équipe d'ingénieurs sur chaque grain de sable, même s'il n'y passait qu'une seconde. C'est impossible. Alors, comment pouvons-nous résoudre notre quête martienne? La première chose qu'on peut faire, la première méthode qui nous vient à l'esprit, la plus connue de toutes, certainement la plus naturelle, c'est le try and learn. On essaye, on apprend, on corrige et on recommence. Bref, on prend notre temps, comme nous l'avons fait sur le F-35 et sur le rover, et comme on le fait encore dans 99% des cas. Et c'est peut-être d'ailleurs ce que vous faites lorsque vous gérez votre propre complexité. Faire le devoir de maths de vos enfants, ou monter un meuble suédois. Et ça marche très bien pour ce genre de complexité. Mais avec cette méthode, coloniser une planète comme Mars va nous demander d'y passer des générations. Sans aucune garantie de réussite d'ailleurs. Parce que le F-35 et ses 1500 milliards de dollars de budget, il est en plus moins performant que le Rafale, conçu 40 ans plus tôt. Alors,
comment pouvons-nous réussir notre quête martienne? On peut aussi décider de changer de paradigme, d'entrer dans une nouvelle ère, comme je le fais dans la conception des drones martiens avec les équipes du CNES. Pour réussir à concevoir un drone capable de voler dans une atmosphère très légère et très ténue, hostile, il nous faut penser le problème dans sa globalité. Il n'est pas suffisant de prendre les meilleures hélices, les meilleurs moteurs, la meilleure batterie pour faire le meilleur drone. C'est très intuitif, mais ça ne fonctionne pas. L'expérience nous l'a montré. Alors comment faisons-nous? On atomise le problème. On découpe le problème d'une infinie complexité à un ensemble de briques fonctionnelles élémentaires, extrêmement robustes, extrêmement fines, suffisamment simples pour que chacun d'entre nous puisse en comprendre toute la complexité. Et on va y passer du temps à décomposer le problème. L'intelligence, elle est dans la manière dont on définit les briques et on définit les critères de succès. On va y passer du temps parce qu'on veut pouvoir réutiliser ces briques de manière intelligente. Alors avec ces briques, que faisons-nous? On utilise de la force brute. On instancie des machines, des ordinateurs, pour associer ces briques ensemble et calculer la performance des dits assemblages. Bref, on instancie des machines pour reproduire notre mode de pensée, l'association d'idées. Et c'est très puissant. On est ainsi capable d'étudier des centaines, des milliers, des millions, voire des milliards de scénarios. Et même nos idées les plus folles. Plus qu'on ne pourrait en imaginer tout au long de nos vies, mais en quelques jours ou semaines de calcul tout au plus. Alors, on explore avec des machines dans un but unique, réduire le champ des possibles à étudier plus finement par l'homme. Les machines nous aident ainsi à casser le plafond de verre. Il n'y a plus trop d'options, on se concentre sur l'essentiel. Ce n'est pas de l'intelligence artificielle en tant que telle, c'est de l'intelligence humaine augmentée. La machine, l'ordinateur, devient une extension de votre esprit. Et c'est vous qui lui dites comment elle doit penser. Alors, vous allez me dire, concrètement, ça veut dire quoi? C'est quoi une brique sur un drone martien? La batterie doit être capable de résister, de fonctionner à des températures extrêmement basses. Si on considère la batterie comme étant une brique, on va chercher à l'isoler pour la protéger du froid. Or, la batterie, c'est déjà un assemblage de plus petits éléments, les cellules. Si on considère les cellules comme étant des briques, on va s'offrir plein d'opportunités, plein de nouveaux scénarios, complètement inédits, innovants, comme répartir la batterie dans tout le drone, dans sa structure, dans ses longerons. Et ça, c'est un scénario qu'on a testé avec la machine. Et il s'est avéré très efficace. Les longerons protègent très bien la batterie du froid, sans aucun ajout de masse. Alors, si je résume, pour résoudre ce niveau de complexité, que fait-on? On atomise le problème, on le découpe, pour le rendre humainement appréhendable. On utilise des machines pour reproduire notre mode de pensée. Troisièmement, on étudie les solutions qui n'ont pas été tuées par la machine. Et quatrièmement, on décide, on choisit, on reprend la main. La machine ne décide de rien. Pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas décider la machine? Parce que la machine ne sait pas décider des compromis dans les solutions qu'elle vous propose. Certaines d'entre elles sont plus ambitieuses que d'autres. Par exemple, sur le drone martien, certaines solutions sont très chères et très sûres pour la mission, d'autres sont beaucoup moins chères et un tout petit peu moins sûres. Et ce compromis, c'est à vous d'en décider. Sur le drone, on est passé ainsi de 10 puissance 18 solutions à 127 architectures. Et les ingénieurs du CNES ont regardé. En fait, avec la méthode traditionnelle, ça n'aurait jamais marché. Enfin, j'exagère, pardon. On aurait mis 10 ou 15 ans à trouver la bonne solution. Toutes les premières intuitions que les ingénieurs voulaient tester ont été tuées par la machine. Nos premières hypothèses étaient inexactes. Et ça nous a pris quelques semaines de modélisation et quelques jours de calcul. Alors vous allez me dire, c'est bien joli tout ça, mais vous ne faites peut-être pas de drone martien, et demain, vous ne ferez peut-être pas de navette spatiale. Alors qu'est-ce que ça va changer pour vous? Ou plutôt, qu'est-ce que ça peut vous apporter? Ce que je crois, c'est que ce genre de démarche va sortir des domaines de pointe pour se diffuser. Se diffuser notamment dans les domaines à plus forte valeur ajoutée, là où on veut concevoir des produits et des services de demain encore plus exceptionnels. Dans les domaines les plus complexes, bien sûr, mais aussi les plus innovants ou les plus concurrentiels. Et c'est là la réflexion que vous devez mener. Parce qu'il y a plein de domaines
dans lequel ça va être génial. Alors revenons-en à Elon Musk. Allons-nous coloniser Mars en 2024 ? Franchement, j'y crois pas. Mais nous coloniserons Mars. Nous irons sur Mars, et ce n'était pas gagné. Et nous irons bien avant 2050. Vous aurez l'opportunité de voir les premiers pas de la colonisation de Mars. Et vos enfants décideront peut-être d'y vivre. Merci.